Bien, merci beaucoup Jean-Philippe pour cette introduction. Je souhaite bien sûr remercier tout le comité d'organisation de cette journée pour m'avoir invité à cette belle journée. Effectivement, en tant que président de la DARPEF, vraiment c'est un honneur de participer à cette journée et tous les membres de la DARPEF, le comité d'organisation, le comité scientifique et tous les adhérents sont vraiment honorés que l'ASFAR Jeune, avec toi, organise cette journée passionnante pour faire découvrir, redécouvrir l'anesthésie pédiatrique. Donc, effectivement, nous allons parler de l'apport de l'échographie gastrique en anesthésie pédiatrique. Et donc, il faut savoir que de plus en plus dans la littérature, on retrouve des séries et des études sur l'échographie gastrique en anesthésie pédiatrique et notamment cet édito qui est sorti en 2018 dans Pédiatrique Anesthésia qui pose la question peut-on utiliser ou doit-on utiliser l'échographie gastrique comme un test clinique diagnostique en anesthésie? Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi peut-on ou doit-on utiliser l'échographie gastrique? Eh bien déjà, il va falloir statuer sur cet estomac, savoir si en fait il est vide ou plein, pour essentiellement du coup prévenir le risque d'inhalation, risque qu'on craint tous lors d'une induction anesthésique, notamment pour les chirurgies en urgence. Alors, comment? Deux possibilités qu'on verra dans la présentation, soit une évaluation qualitative, soit une évaluation quantitative. Il va falloir aussi discuter finalement pour quel patient, quel enfant peut-on ou doit-on faire cet examen. Alors fort probablement, j'espère vous convaincre que pour toutes les chirurgies en urgence, il va falloir réaliser cette échographie gastrique. En cas de doute sur le jeune, que ce soit respect des consignes ou absence de consignes, si éventuellement également l'enfant présente des signes digestifs préopératoires. Et finalement, les objectifs de cet examen va nous permettre d'optimiser la prise en charge de notre enfant et surtout de personnaliser cette prise en charge. Alors, pour la prévention du risque d'inhalation, on voit plusieurs domaines où finalement l'échographie va nous aider. Déjà, donc, si en cas de doute d'application des règles du jeûne, l'écho va pouvoir nous aider, puisque juste l'examen clinique va pas nous permettre de statuer sur la vidange de l'estomac. Il va falloir également identifier les patients qui sont à risque d'inhalation, et là l'échographie va nous aider, et aussi adapter notre stratégie d'anesthésie pédiatrique, c'est-à-dire est-ce que on devra faire une induction en séquence rapide ou une induction, on va dire, classique par voie intraveineuse ou par voie inhalatoire. Et puis, l'échographie gastrique va permettre aussi de nous aider dans la recherche pour l'étude de la vidange gastrique. Est-ce qu'on va pouvoir donner des liquides clairs, des déjeuners légers, et l'échographie gastrique va vraiment permettre d'approfondir ces différentes règles pour le jeûne gastrique en anesthésie pédiatrique. Alors, on va parler tout d'abord de l'évaluation qualitative, et je pense que de plus en plus, vous avez entendu parler du grade de Perlas canadienne, qui présente un score qui est divisé en 3 grades, le grade 0, 1 et 2. Donc, il faut placer en premier lieu l'enfant en décubitus dorsal, puis en décubitus latéral. Et en fonction de ce que vous voyez à l'examen échogastrique, vous allez pouvoir définir si finalement l'enfant est à faible risque d'inhalation ou à haut risque d'inhalation. Le premier grade, qui est le grade 0, vous allez pouvoir voir un estomac comme on le voit sur cette image statique. Vous avez le lobe gauche du foie qui est ici, et juste sous le lobe gauche, vous allez voir une structure qui est arrondie. Donc on va rechercher l'antre de l'estomac. Cette structure est bien reconnaissable par cette musculeuse qui est autour et qui apparaît en sonoanatomie comme anéchogène, donc une bordure noire avec à l'intérieur les villosités gastriques. Vous pouvez voir en postérieur les différents vaisseaux, et notamment l'artère mésentérique supérieure. Donc, si vous voyez cet estomac qui vous paraît vide en décubitus dorsal, puis vide également en décubitus latéral, à ce moment-là, vous voyez que le volume est minimal et que l'enfant est à faible risque d'inhalation. Si en décubitus dorsal, vous voyez un estomac vide, mais quand vous le tournez en décubitus latéral droit et que vous voyez commencer un petit peu apparaître du liquide qui sont clairs, à ce moment-là, le grade est le numéro 1, et à ce moment-là, à nouveau, le risque d'inhalation est considéré comme faible. Par contre, si quand vous posez votre sonde au niveau de l'estomac
donc juste sous l'axiphoïde, et que vous voyez déjà en décutus dorsal un estomac qui vous paraît plein, à ce moment-là, donc le grade est défini comme numéro 2, et l'enfant est à haut risque d'inhalation. Donc, pour un peu illustrer mes propos, donc sur une image statique sur la gauche de l'écran, vous voyez ici le lobe gauche du foie. Ici, vous voyez bien la musculeuse, ce qui est reconnaissable, ce qui permet de définir cet estomac par rapport aux autres structures digestives. Et vous voyez tous ces petits replis, donc ce sont les villosités gastriques. Ici, sur cette image, donc comparé à l'image précédente, vous voyez à ce moment-là que l'antre est ballonné, qui est très distendu, avec la musculeuse qui se retrouve très fine. Et à l'intérieur, vous pouvez voir un liquide donc en sonotomie, donc c'est anéchogène, avec des petits points hyperéchogènes qui sont en fait des petites bulles. Et vous voyez que sur le plan dynamique, parce que je vous rappelle bien sûr que l'échographie doit être toujours dynamique, vous voyez que le liquide est dynamique, il bouge, et vous pouvez à ce moment-là dire que cet estomac est plein de liquide. Alors, l'échographie va nous permettre également de déterminer si le contenu de l'estomac est soit du liquide, soit du solide. Et comme vous pouvez voir sur ces deux images, ceci est une image de solide, c'est un contenu qui est très hétérogène, hyperéchogène, et sur la vidéo, vous voyez que c'est beaucoup moins dynamique, ça bouge beaucoup moins. Vous voyez qu'ici, la musculeuse est extrêmement fine, donc c'est un antre qui est très distendu. Donc là, on peut dire que c'est un grade 2 de Perlas et assurer que cet enfant est à risque d'inhalation avec notamment du contenu solide. Alors, voici pour l'évaluation qualitative et nous allons passer maintenant à l'évaluation quantitative, c'est-à-dire est-ce que finalement la question, est-ce que la mesure de cette surface antrale que nous examinons lors de l'échographie est corrélée au volume? C'est-à-dire est-ce que si on mesure la surface par cette formule, est-ce qu'on va pouvoir déterminer le volume de l'estomac? Alors là, il y a plusieurs équipes qui ont essayé finalement de déterminer une formule mathématique qui permettrait, depuis la surface mesurée, à avoir un volume pour estimer finalement le risque d'inhalation de l'enfant. Les premières équipes sont des équipes suisses, notamment avec Schmitz, qui a déterminé avec une étude, alors vous voyez que c'est 18 enfants seulement de 6 à 14 ans qui étaient à jeun depuis la veille. Ils ont ingéré du sirop à 7000 kg et ils ont comparé échographie et IRM et ils se sont assurés de la mesure avec des repères vasculaires dont je vous ai parlé, qui est l'artère mésentérique supérieure. Et donc, ils ont déterminé cette formule un petit peu compliquée, mais malheureusement, vous voyez que les biais sont assez importants par rapport au millilitres par kilo. Et la conclusion des auteurs, c'est que cette formule, en tout cas, n'est pas suffisante pour prédire le volume de l'estomac. Ensuite, il y avait cet auteur, Spencer, qui, pareil, elle a inclus beaucoup plus d'enfants, 100 enfants, avec peut-être un peu moins d'hétérogénéité dans la population, et a déterminé à nouveau une formule mathématique, toujours un petit peu compliquée, mais qu'on peut avoir sur son téléphone. Et notamment, il a sorti une table qu'on peut voir sur certains sites qui parlent de l'échographie gastrique. Donc, vous mesurez la surface antrale en décutus latéral droit, ce qui est important à préciser, et en fonction finalement de cette surface, vous pouvez voir qu'en fonction de l'âge, vous permettez de définir un volume, avec le volume à risque qui a été défini par Spencer supérieur à 1,5 ml/kg et le volume sans risque inférieur à 1 ml par kilo. Le problème dans cette étude, c'est cette fameuse gray zone, c'est-à-dire entre 1 et 1,5 ml par kilo. Que peut-on dire sur cet estomac? Et pour l'instant, les auteurs ne peuvent pas conclure sur le niveau de risque d'inhalation chez ces enfants-là. Alors Schmitz a essayé un petit peu de revoir sa formule initiale pour essayer d'améliorer la performance de cette formule. Et cette fois-ci, plutôt que de prendre des repères vasculaires, il a essayé de définir la surface avec la meilleure image qu'il pouvait avoir. Donc, il n'a pas pris de repères vasculaires et il a amélioré sa formule mathématique en améliorant un petit peu la spécificité, la sensibilité de cette formule. Et finalement, c'est toujours pas parfait, malheureusement.
Et cette formule mathématique est plus sensible pour des volumes importants, sachant que finalement, quand on fait une évaluation qualitative, il est beaucoup plus facile de voir un estomac qui est plein par rapport à un estomac qui est vide. Donc, ces formules ne sont pas encore parfaites et cet auteur notamment a montré que, quelle que soit la formule, vous voyez que les limites inférieures et supérieures sont quand même assez importantes. Donc, malheureusement, encore, nous n'avons pas la formule idéale pour, d'après la surface antrale mesurée à l'échographie, permettre de définir un volume et de dire avec précision si l'enfant est à risque ou pas d'inhalation. Alors, est-ce que quand même, il y a certains auteurs qui se sont essayé d'améliorer cette surface antrale, et notamment Moser a réalisé une étude chez des enfants qui devaient bénéficier d'une fibrogastrique, et donc ils ont fait l'échographie avant la fibrogastrique et l'échographie après la fibrogastrique, sachant que l'opérateur gastro aspirait sous contrôle de la vue. Donc finalement, la mesure qui était obtenue après aspiration était vraiment définie avec un estomac qui était réellement vide. Et il a mis un cut-off, une limite de surface centrale en décutus latéral droit. Vous voyez que le cut-off pour définir un estomac totalement vide, ce qui est finalement plutôt rare quand même dans la pratique quotidienne, avec un cut-off à 3,07 cm². Le problème, c'est que on n'a pas dans l'étude le volume qui a été aspiré par l'opérateur qui réalisait la fibrogastrique. Donc, vous voyez encore un petit peu des limites à cette étude qui est quantitative, notamment on n'a pas encore une vraie corrélation entre la surface centrale mesurée à l'échographie et le volume réel, et notamment, bien sûr, la problématique c'est quel est le cut-off à risque d'inhalation, donc ça c'est très important. Lionel Bouvet en 2019 a réalisé une étude chez l'adulte cette fois-ci, qui montre que finalement aussi la position est très importante, c'est-à-dire que de mettre le patient à 45 degrés en proclive pour le dectus dorsal permettait d'améliorer la sensibilité de l'examen, et pour l'instant il n'y a pas de données chez l'enfant. Il y a également des variations anatomiques, et c'est pour ça, vous voyez par exemple sur cette coupe scanographique, si on prend les repères vasculaires, finalement on ne va pas pouvoir réaliser une coupe de l'antre entre cet enfant, l'enfant A et l'enfant B. Vous voyez qu'il y a vraiment une variation, donc avec une conclusion qui peut être un petit peu biaisée. Donc, pour les variations anatomiques, je vous rappelle que qui dit échographie dit examen qui doit être dynamique pour rechercher une image de qualité et l'image optimale. Alors, est-ce que l'échographie gastrique va finalement changer notre stratégie anesthésique? J'espère que je vais vous convaincre que oui. Donc, une première étude qui a été réalisée dans le service sur les sténoses hypertrophiques du pylore. Pour rappel, donc c'est la musculeuse pylorique qui est hypertrophique et qui entraîne une occlusion haute avec des enfants qui vomissent. Et donc, par définition, c'est un estomac qui est plein, sachant que l'enfant bénéficie, si on peut le dire, d'une sonde gastrique avant l'induction anesthésique. Donc, nous avons réalisé chez 31 enfants un examen échographique, et vous voyez que finalement, déjà, premier résultat intéressant, c'est que le tiers des enfants, malgré la présence d'une sonde gastrique, avait un estomac vide, donc 2 tiers avec un estomac plein. Donc, après aspiration, nous avons contrôlé finalement l'aspiration à travers la sonde gastrique sous échographie gastrique, comme on le voit sur le film. Vous voyez que cet estomac est plein, le liquide et la structure est anéchogène, donc c'est du liquide. Et nous allons contrôler l'aspiration par échographie gastrique pour valider finalement le fait d'avoir un estomac qui était plein et qui devient vide après aspiration. Et vous voyez que dans la majorité des cas, on arrive après aspiration à avoir un estomac qui est vide, et ce qui va nous permettre d'avoir une induction, on va dire, classique, c'est-à-dire soit par voie IV, soit par voie inhalatoire, sans l'utilisation d'induction en séquence rapide chez ces petits qui sont à risque d'hypoxie. Donc, finalement, grâce à l'échographie, nous allons optimiser et surtout personnaliser la prise en charge des enfants. Une autre étude concernant la chirurgie en urgence, donc nous avons voulu savoir si l'échographie était finalement plus sensible que l'évaluation clinique. Donc nous avons inclus plus de 140 enfants qui devaient bénéficier d'une chirurgie en urgence. L'anesthésiste qui avait en charge l'enfant devait faire une évaluation clinique. Et donc, il a considéré chez ces enfants que 40 étaient sans risque, 70 étaient à risque et donc préconisé une induction en séquence rapide. Et chez 30 enfants, l'examen clinique qui était l'interrogatoire n'était pas concluant, et c'était l'anesthésiste qui décidait finalement de sa stratégie. Et vous voyez que dans 60% des cas, une induction en séquence rapide était décidée.
Évaluation échographique, alors chez 13 enfants, ceci a été un échec puisqu'il y avait la présence d'air, ce qui permettait de ne pas voir la paroi postérieure de l'estomac, ou des enfants qui étaient non mobilisables, notamment pour des fractures du membre supérieur. Nous avons pu donc évaluer 73 contenus gastriques, 26 étaient de grade 1, donc faible risque, 38 de grade 2, haut risque, et 9 avaient des contenus solides ou liquides de faible quantité. Et finalement, grâce à l'échographie gastrique, il y a eu un changement de stratégie chez la moitié des patients, que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on pouvait considérer que l'enfant était à risque et on avait décidé une induction en séquence rapide, mais l'échographie changeait notre décision et induisait une induction classique. Et à contrario, on pensait que l'enfant était avec un estomac vide, et finalement l'échographie gastrique nous montrait que l'estomac était plein, et donc changer notre stratégie pour préconiser une induction à séquence rapide. Donc si on parle de technique anesthésique appropriée, après échographie gastrique, elle était réalisée dans 85% des cas, alors que seulement dans 50% des cas après une évaluation simplement clinique. Une autre situation où l'échographie gastrique peut nous aider, c'est dans les chirurgies ORL ou maxillofaciales, où on peut supposer que la chirurgie entraîne un saignement oropharyngé avec finalement du sang qui passe dans l'estomac, avec donc non pas pour l'induction, mais plutôt pour le réveil, qui est, je vous rappelle, une période également à risque de complications respiratoires, avec une question qu'on peut se poser: doit-on attendre que l'enfant soit complètement réveillé, notamment qu'il récupère ses réflexes pharyngés et laryngés? Et donc là, l'échographie peut nous aider. Vous faites une échographie gastrique à la fin de la chirurgie pour voir si l'estomac est vide ou plein. Et là, dans cette étude, les auteurs ont montré que malgré une chirurgie qui était probablement un risque de saignement, l'estomac après la chirurgie était considéré comme vide, donc avec finalement des conditions avec faible risque d'extubation. Une autre étude également, est-ce que finalement les enfants qui sont considérés comme à jeun, c'est-à-dire pour une chirurgie programmée avec des règles de jeûne qui étaient respectées, on a voulu savoir si ces enfants présentaient finalement un estomac vide ou à risque d'inhalation chez donc des enfants que je vous rappelle normalement sont à jeun pour une chirurgie programmée. Et nous avons donc inclus 140 enfants également pour cette chirurgie, et finalement vous voyez que 3% des enfants donc pour chirurgie programmée considérés comme à jeun avaient finalement un PERLAS 2, mais avec seulement des contenus liquidiens. C'est juste pour vous montrer que, notamment en cas de doute sur le respect du jeûne, n'hésitez pas à prendre votre appareil d'échographie gastrique et d'aller regarder si l'estomac vous paraît vide ou plein, ce qui peut un petit peu changer votre stratégie d'anesthésie, notamment pour le management des voies aériennes supérieures. Est-ce que doit-on mettre finalement un masque laryngé ou une sonde d'intubation en cas de doute sur cet estomac qui peut nous paraître un grade soit 1, soit 2. Et donc, peut-on définir un algorithme avec cet examen au lit du patient? Donc, Peter van de Put, qui a beaucoup travaillé sur l'échographie gastrique, a proposé un algorithme. Alors, ceci est chez l'adulte, qui a été publié dans le BJA en 2014. Et finalement, on va pouvoir commencer par une évaluation qualitative avec le grade de PERLAS. Bien sûr, s'il vous paraît un grade 0, pas de problème, faible risque d'inhalation. Si l'échographie vous montre un risque important, notamment avec du solide, à ce moment-là, nous allons adapter notre stratégie. La question à ce moment-là se pose si le grade est 1, avec notamment du liquide. Alors donc, Peter van de Put, chez l'adulte, propose une évaluation quantitative avec l'application de formules mathématiques. Le problème chez l'enfant, c'est que ces données, comme je vous l'ai montré, sont assez faibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de bonnes formules mathématiques pour prédire le volume, et c'est là où est encore la discussion chez l'enfant pour savoir si l'enfant est à faible risque avec un volume inférieur à 1,5 ml par kilo ou à haut risque. Alors, pour finir, pour vous montrer également que l'échographie gastrique peut nous aider, on va dire, dans la recherche et dans l'étude de la vidange gastrique. Et je vais passer rapidement les différentes études, mais plusieurs, on va dire, règles de jeûne ont été définies avec l'échographie gastrique qui nous permettait justement de définir cette vidange gastrique en fonction
des consignes de jeûne, soit avec des liquides clairs, par exemple comme cette équipe coréenne qui a inclus plus de 80 enfants, 8 heures de jeûne, 10 à 15 minutes par kilo de liquide clair avant une anesthésie, et l'échographie était réalisée juste avant l'ingestion de ce liquide, et puis 2 heures après avec une mesure de surface centrale. Et en fait, la conclusion, vous voyez que même 2 heures après l'ingestion de liquide, la surface centrale était plus faible que la surface centrale avant l'ingestion de liquide. Donc c'est pour encore appuyer, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas à donner du liquide 1 heure avant une anesthésie, ça permet d'améliorer le confort de l'enfant et d'autres également facteurs. Et même certains auteurs ont essayé de définir si l'ingestion de petits déjeuners léger, et ça je précise bien qu'il était léger, permettait bien sûr, du par le confort de l'enfant, de prendre un petit déjeuner 4 heures avant une anesthésie, et ces différentes équipes ont essayé de définir la vidange gastrique après un petit déjeuner léger avec l'échographie gastrique. Et vous voyez qu'ils ont finalement défini une vidange gastrique d'un petit déjeuner léger de 240 minutes, hein, donc qui est beaucoup inférieure à 6 heures, qui fait 4 heures, avec également cette équipe suédoise qui, chez 20 enfants, a donné un petit déjeuner léger 4 heures avant. Et vous voyez que 19 enfants sur les 20 ont un estomac considéré comme vide malgré le petit déjeuner 4 heures avant. Alors, ça permet de définir cette vidange gastrique, mais je tiens à attirer votre attention sur les extrêmes, notamment dans cette étude suédoise, vous voulez qu'il y a un enfant qui finalement se retrouve avec un estomac qui est plein, avec en plus du solide. Donc, si nous n'avions pas réalisé l'échographie gastrique, on aurait pu réaliser une induction simple, mais avec un haut risque d'inhalation. Donc, ça permet d'étudier cette vidange gastrique, mais également aussi de personnaliser, c'est-à-dire de voir les enfants qui sont toujours dans les extrêmes. Il y en aura toujours, quelle que soit la définition du jeûne et les règles du jeûne qu'on souhaite appliquer. Donc vraiment, l'échographie gastrique permet également de personnaliser ces études de la vidange gastrique. On a oublié un petit peu la population du prématuré, et en fait, finalement, en faisant la littérature, on s'aperçoit que énormément d'équipes utilisent l'échographie gastrique pour également étudier la vidange gastrique de ces enfants prématurés et nouveau-nés à terme, pour définir justement les règles du jeûne entre le lait épaissi, le lait enrichi, le lait maternel ou le lait artificiel. Donc vraiment, l'échographie gastrique a un intérêt particulier. Alors, il nous reste bien sûr des choses à creuser, hein, il faut travailler encore là-dessus. D'une part, la problématique principale, c'est finalement la définition de l'estomac à risque. Est-ce que c'est des volumes? Est-ce que c'est un contenu du liquide, du solide? Je vous rappelle qu'aussi le pH est important pour les risques d'inhalation. Il va falloir qu'on creuse également pour essayer de trouver la corrélation entre la surface et le volume de l'estomac avec une formule mathématique appropriée finalement à toute la population pédiatrique, hein, de 0 à 18 ans. Est-ce que l'échographie gastrique va nous permettre de diminuer le risque d'inhalation? Là, ça va être compliqué à démontrer, mais pourquoi pas? Et de définir la place dans la prise en charge quotidienne. Et attention, hein, comme je vous l'ai précisé, dans les études de vidange gastrique, il y a toujours des cas hors normes, donc il va falloir personnaliser tout ça. Donc finalement, en conclusion, on peut dire quand même que l'échographie gastrique est un outil qui est non invasif, transportable. N'hésitez pas à prendre votre appareil d'écho et aller dans le service, hein, quand on vous dit on ne sait pas trop, il est arrivé avec un biberon qui était vide, la maman nous affirme ou le papa nous affirme qu'il n'y avait rien dedans. Prenez votre appareil d'échographie, allez dans le service, pratiquez l'échographie en écluse dorsale et en latérale, et vous allez pouvoir conclure si les règles du jeûne ont bien été suivies. L'apprentissage est assez facile, n'hésitez pas, dès que votre enfant dort, à regarder cet estomac. Et vraiment, je pense que le plus important, c'est que ça va nous permettre de réaliser une prise en charge qui est vraiment personnalisée, adaptée à chaque enfant. Bien sûr, les limites sont là, volume à risque, l'évaluation quantitative qui n'est pas parfaite, et avec également une variation interindividuelle qui est très importante. Donc, je vous remercie, et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'échographie gastrique, il y a le Doppler transcrânien, l'écho pleural, l'écho parenchymateuse, l'écho des voies aériennes, pour les voies veineuses périphériques, pour la LR, pour les voies centrales. Donc, n'hésitez pas à balader votre appareil d'échographie partout où vous allez, et ça permet vraiment d'optimiser la prise en charge de nos enfants. Je vous remercie pour votre attention, et je suis prête à répondre à vos questions.